Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour cette 11e émission. Radio Papote sur Radio Saint-Féréol. Ça papote de quoi, Radio Papote? Radio Papote. Radio Papote. Radio Papote. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Saint-Fé 94.2. On est le 24 avril 2026 et on va parler ce soir d'intelligence artificielle, de data center. Qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? Elle est peut-être déjà dans votre poche, l'intelligence artificielle, ou dans votre boulot, ou bien vous l'avez jamais utilisée, ou alors vous la tenez bien à distance. Dans tous ces cas, restez avec nous. On va en parler. Je m'appelle Elias, votre serviteur, accompagné de Antoine et Camille, notre invité. On va en parler pendant 1 heure. Bon, Radio Papote est diffusé tous les 2e et 4e vendredis du mois à 21h. On est sur Radio Saint-Fé, 94.2 FM dans la région de Crème, et aussi sur Internet, on peut la suivre en direct. Donc sur le site de radiosaintfé.com, et puis vous pouvez retrouver notre podcast sur toutes les plateformes de podcast, aussi sur votre application de podcast, n'importe laquelle, vous faites une recherche Radio Papote et vous nous trouvez. Les 10 épisodes précédents sont disponibles. Et puis comme on est sur une émission spéciale data center, on les utilise un petit peu, les data centers. On a un compte Instagram pour pouvoir nous envoyer des messages. Donc vous pouvez vous abonner sur, sur le mal Instagram, le compte Radio Papote. N'hésitez pas à nous envoyer des messages directs et à vous abonner. On met toutes les infos et ça nous permet aussi d'avoir des retours, vos avis, vos commentaires et vos demandes aussi, si vous avez des envies de sujets, de thèmes pour les prochaines émissions. Allez, on attaque avec cette petite émission. Est-ce que selon toi, j'ai raté ma vie? Pas du tout. À 26 ans, tu as encore plein de temps pour atteindre tes objectifs. Chacun avance à son rythme et il n'y a pas de bonne manière de réussir sa vie. Tu es sur ton propre chemin et c'est ce qui compte le plus. Bon. Alors Antoine, comment ça va? Est-ce que tu t'as déjà demandé à ChatGPT si t'avais raté ta vie? Non, mais je suis un peu jaloux devant la qualité de la réponse. J'aurais peut-être dû le faire. Écoute, bonsoir à tous. Ouais, comment tu vas? Bah ouais, ça va bien. Sinon, ça va super, ouais. J'ai passé du temps récemment avec les soulèvements de la Terre et de la mobilisation citoyenne. J'ai hâte de vous en parler. Et puis, je me sens assez bien parce que pour info, le collectif de gauche a remporté les élections à Cray. Et ça, c'est du bonheur en barre et de la joie au kilomètre. Ah oui, justement, c'est quoi les soulèvements de la Terre? Alors, j'en ai entendu parler pendant le premier conseil municipal d'installation de Cray après la victoire aux élections de Madame Quidri. Il y avait un communiqué de l'ex-maire, Madame Karcher, qui avait été lu à tout le conseil. On peut le revoir sur YouTube aussi. Et la liste avait gagné. Elle disait que la liste de Madame Quidri avait gagné en s'associant avec les méchants écologistes des soulèvements de la Terre. Donc j'en ai conclu que les soulèvements de la Terre donnent le seum aux ex-maritoniens. C'est bien ça l'objectif de ce truc. Et pas qu'aux ex-maritoniens, puisque notre ancien ministre de l'Intérieur, dont j'ai oublié le nom, a cherché à faire dissoudre les soulèvements de la Terre. Et il a perdu de mémoire devant le Conseil d'État ou une autre juridiction. Il n'a pas pu le faire. Mais voilà, ça, effectivement, haro sur les écolos. Bon, alors on a un invité ce soir. Trop bien. Est-ce que tu peux te présenter, Camille? Merci d'être venu. Oui, bonsoir, merci pour l'invite. Moi, j'habite dans le coin et j'ai participé au collectif ACDC contre le data center à Rovaltin, donc dans la Drôme. Mm-hmm. Et donc, je suis allé aussi à l'événement le 28 mars à Romans, etc. Donc, voilà, j'ai suivi un peu tout ça. Super. Camille, est-ce que tu peux nous dire tout de suite 2 mots de ce projet de data center? En gros, quelle surface? Où est-ce qu'il va être? Et puis, qu'est-ce qu'on prévoit d'y faire rapidement? Oui, il a émergé l'année dernière surtout. Donc là, c'est juste à côté de la gare TGV, donc à Rovaltin. Au départ, dans un ancien bâtiment qui était parti en friche, qui avait récupéré Mérieux
un échec un peu de l'aglo d'ailleurs, qui avait perdu 30 millions dans l'histoire. Enfin bon, ça c'est un détail. Et en fait, il y a plusieurs phases dans ce projet. Alors c'est difficile de savoir au final, mais là ils ont doublé. Enfin bref, ils parlent au départ de 450 millions d'euros. Après, pour 40 mégawatts. Après, on parle à 80 mégawatts. 1,5 milliard d'euros quand même. Enfin moi, c'est des trucs énormes. On ne se rend même pas compte de ce que c'est, quoi. 80 mégawatts, c'est la consommation du bâtiment estimée, c'est ça, hein ? Oui, oui. D'accord. Donc 80 millions de watts de joules par seconde. Alors, je ne sais plus combien ça fait en équivalent habitant, mais c'est assez pas mal, quoi. C'est beaucoup. Ok, super. Et ben, on va rentrer dans le détail de tout ça. Merci pour cette présentation. Et juste dernier point, est-ce que ce data center, il est déjà sorti de terre ? On en est où juste ? Non, une partie des bâtiments sont là, mais non, il n'y a pas eu de travaux. Là, ils ont déposé un permis de construire à la fin de l'année dernière, qui a été accepté avec la mairie de Alixan. C'est la commune d'Alixan, dans l'agglo Romans-Valence. D'accord. Ok, ben on va rentrer dans le dur. Allez, c'est parti, comme on dit, on rentre dans le dur. Accrochez-vous à votre siège de voiture, ou si vous êtes en train de conduire, ou à votre canapé si vous êtes chez vous. Prenez votre boisson chaude ou froide préférée. On part dans le turfu, comme disent les jeunes. Radio Papote sur Radio Saint-Féréol. Alors, petite intro, un data center ou centre de données en français, qu'est-ce que c'est ? Il faut qu'on redéfinisse un peu les choses avant de rentrer dans le détail. Bon, on a coutume de dire un data center, c'est des ordinateurs de quelqu'un d'autre qu'on aligne dans un bâtiment, dans une structure très dense. Quand vous consultez votre appli bancaire, vos photos de vacances, votre interface Google, ou que vous réservez un rendez-vous médical sur Doctolib, ce sont des ordinateurs puissants qu'on appelle des serveurs, qui n'ont pas d'écran, qui sont alignés dans des baies, dans un data center, donc dans un centre de données, qui vous répondent. Le serveur de la banque, il vérifie que c'est bien vous quand vous vous connectez depuis votre application bancaire sur le mobile. Et puis, il vous envoie les informations sur votre téléphone mobile pour permettre à l'application d'afficher votre solde et l'historique de vos opérations. Et pourquoi on en parle de plus en plus alors ? Parce que plus il y a d'applications de mobile et de sites web, plus il y a besoin de centres de données. Ils doivent être disponibles tout le temps et sauvegarder l'information plusieurs fois pour éviter que votre solde bancaire passe à zéro si un disque dur tombe en panne. Et faire tout ça, ça consomme de l'électricité, des métaux pour les fabriquer, de l'eau, des gaz frigorifiques, de la clim pour refroidir tout ça, et ça émet beaucoup de chaleur. Mais ça, vous le savez déjà, parce que votre ordinateur chauffe parfois quand vous regardez une belle vidéo longtemps ou que vous jouez à un jeu vidéo un peu beau. On pourrait dire qu'un data center, c'est des radiateurs, en gros, les serveurs qui chauffent, qu'on a mis dans un frigo pour qu'ils ne crament pas. En France, il y a 350 data centers de petite et moyenne taille, et il y en a 60 en projet actuellement en France, des gros et des très très gros, pour faire de l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle dans tout ça, alors c'est quoi ? C'est un peu la blague, quoi. C'est à côté de l'appli bancaire et de tous les autres services du quotidien, l'IA, ça consomme 10 à 100 fois plus. Antoine, tu peux nous redire, parce que là on n'a pas compris encore, c'est quoi l'intelligence artificielle ? C'est quelqu'un qui te dit quoi faire dans ta vie, Elias, quand tu sais pas et que tu as 26 ans. Est-ce que j'ai raté ma vie, ChatGPT ? Bon, c'est un programme informatique capable de faire des liens entre plein de données qu'on lui a donné à manger, tout Wikipédia, plein de connaissances, des textes, des articles, et qui, en fonction des questions qu'on lui pose, donc on peut lui parler, lui poser des questions, qui va transformer une énorme série, ce qu'on appelle des tokens, en gros des grosses séries de nombres gigantesques, dans des vecteurs de nombres, est capable de construire une réponse qui ressemble à celle que ferait un être humain, en allant chercher dans son énorme base de connaissances. Bon, au niveau technique, pour les techniciens qui nous écoutent, il ne fait que deviner le mot suivant en fonction des mots précédents par rapport à tout ce qu'il a ingurgité au départ. Mais il fait ça avec un réseau de neurones, un programme informatique qui tente de mimer le comportement des neurones du cerveau. Il y a 2 problèmes alors ? Le premier, c'est qu'il faut qu'il fasse à manger toutes les données. Donc, en passant, la plupart, comme Wikipédia, générées gratuitement par les internautes, qui donc alimentent la bête. Et ça consomme de fou. Par exemple, ChatGPT 3, 2 générations en arrière, a émis 500 tonnes de CO2 rien qu'avec sa consommation électrique pour apprendre tout ce qu'il savait. Un Français, c'est 10 tonnes de CO2 aujourd'hui. Voilà. Et ChatGPT 4 et 5, à chaque fois, on passe un ordre de grandeur, 10 fois ou 100 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre et d'autres consommations. Et puis après, par rapport à plein d'autres sites,
c'est aussi un service qui consomme énormément quand on l'utilise. Parce que quand on l'utilise et qu'on lui pose des questions, il doit aller chercher dans son réseau de connaissances beaucoup plus lentement, en tout cas de manière beaucoup plus gourmande que ce que ferait un cerveau humain, ce qui est pertinent pour nous répondre. Un rapport de The Shift Project projette que l'intelligence artificielle pourrait consommer en 2030, restez bien assis et accrochés à votre siège, jusqu'à 1500 TWh d'électricité. Alors, pour rappel, la France, c'est 500 TWh de production d'électricité par an. Ça veut dire que l'IA mondiale, l'intelligence artificielle mondiale en 2030, c'est 3 fois la France. Mais moi, 1500 TWh, je vois pas du tout à quoi ça correspond dans la vraie vie, pas la France, tu vois. Oui, pas alors 3 France. Sur votre facture d'électricité, vous voyez souvent des kilowattheures, peut-être 200 à 400 tous les mois. Mais si on regarde en watts, allez, un bon grille-pain, c'est 700 à 900 watts de consommation instantanée, en gros, joules par seconde. C'est puissant, quoi. Eh bien, un data center, dans les projets en construction actuellement, la puissance nominale, c'est 1 gigawatt d'électricité. Donc, 1 200 000 grille-pains qui tournent en continu H24. Pas mal. Bon, le doc nous avait prévenu que c'était délirant dès les années 60. Souvenez-vous-en. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts. Et je sais pas, voilà, le doc a tout dit. C'est beaucoup, 2,21 gigawatts. Mais Camille, est-ce qu'à ce stade, sur l'explication d'un data center, tu veux ajouter quelque chose ? Ouais, déjà, on pourrait dire d'un point de vue vocabulaire, IA, c'est un peu abusif, quoi. En fait, c'est intelligence, on dirait, là, il y a des auteurs qui disent plutôt rationalité cybernétique, ou c'est une rationalité, mais c'est pas une intelligence. Si on considère que l'intelligence est en rapport avec un être vivant, ça marche pas, quoi. Intelligence, là, c'est un peu un abus de langage. Tout à fait. Et en parlant de cette intelligence qui consomme beaucoup d'électricité, les besoins en électricité des data centers qu'on va couvrir là, a priori, en tout cas, si les projets se font, on peut raisonnablement penser qu'ils manqueront très probablement demain à d'autres usages qu'on aimerait bien voir électrifiés. Alors pourquoi vous le savez, on veut faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, donc à un moment, il va falloir électrifier des usages, mais peut-être qu'on va en reparler dans un débat tous ensemble. Ouais, carrément. Est-ce que par rapport à ce genre de présentation qu'on vient faire, Camille, tu avais envie de rajouter encore quelque chose ? Tu as parlé de la nomination, intelligence artificielle, rationalité. Oui, en fait, c'est un peu... C'est une manière de vendre le truc, quoi, de dire, voilà, l'intelligence, c'est quelque chose qui est proche de nous. Enfin, c'est pour embrouiller les gens, en fait, de parler de ça. Et après, on se sent dépassé, ils vont dire ils sont plus intelligents que les humains, etc. Mais c'est pas la même chose, quoi. C'est comme quand il y a eu déjà les partis contre les partis d'échecs, quoi. Enfin, il y a le calcul, effectivement, sera beaucoup plus puissant que les humains, forcément. Mais l'intelligence, c'est pas ça, quoi. C'est aussi l'imagination reliée à la sensibilité. L'être vivant, c'est le sentiment de la naissance, de la mort, de la perte, de tout un tas de trucs qui n'ont rien à voir avec une machine. Donc c'est la grosse arnaque, quoi. Ça papote de quoi, Radio Papote ? On avait d'autres sujets à aborder par rapport au projet Arovaltin. C'était bien cette petite digression sur le sens de tout ça. Avant de commencer l'émission, tu nous as parlé de la technique administrativo-politique pour saucissonner le projet, justement, et cette manière qu'ils ont d'imposer 60 data centers gigantesques. Ils n'ont rien à voir avec les tailles de 300. Il y a 350 data centers, tu as dit, mais c'est pas les mêmes dimensions, les mêmes consommations qu'il y a. Tu peux nous en parler de ce saucissonnage administratif, cette imposition au public, l'absence de démocratie par rapport à ça ? Oui, déjà au départ, il n'y a aucune consultation ni information sur la réalité du projet, quoi. Il y a des annonces plus ou moins vagues qui sont faites, mais déjà, alors que le truc est déjà plus ou moins lancé et il n'y a aucun débat avec la population, etc. Donc là, avec le collectif sur Romans et les environs, on a essayé d'en parler un peu, d'interpeller quelques élus avant les municipales.
Et donc là, déjà, au niveau démocratique, c'est 0. Et ensuite, c'est comme tous les projets, beaucoup de gros projets industriels, c'est que, ou d'immobilier. Comme il y a encore des règles environnementales et autres, même si elles ont été déjà rognées et que ça continue, et en fait, le projet qui est très gros est mis en plusieurs parties. Comme ça, on échappe, ça fait moins peur, puis déjà au public, et on échappe à certaines obligations d'études d'impact et autres. Et comme ça passe mieux, plus facilement. Et en plus, comme là, c'est des projets qui sont portés, favorisés, promus par l'État au plus haut niveau, par le gouvernement. Ils savent qu'ils peuvent avoir toutes les autorisations facilement. Est-ce qu'il y a une question complémentaire? Est-ce qu'il y a un peu des mythos qui vont avec le truc, c'est-à-dire des mensonges qu'ils racontent, ou en tout cas des exagérations qu'ils font pour faire passer le projet? Oui, par exemple, sur l'emploi, ils parlent de centaines d'emplois, ils promettent des trucs, mais en fait, c'est complètement fumeux, quoi. Parce qu'en fait, on sait que généralement, dans les data centers, dans les industries de data centers, c'est environ un emploi à temps plein pour 10 000 mètres carrés. Donc là, par exemple, pour ce dossier-là, ça ferait 10-15 emplois, ou peut-être, si vraiment ils faisaient un truc très très gros, 20 ou 30 emplois, quoi. Donc, d'accord. Et ils ont parlé de combien d'emplois? Des centaines, 800, enfin... Après, ils parlent d'hypothétiques campus, d'hypothétiques autres entreprises qui viendraient sur place, mais tout ça, c'est juste des promesses, quoi. Après, il y a les emplois, je me fais l'avocat du diable, mais il y a aussi les emplois des gens qui vont utiliser les infrastructures à distance, quoi, qui vont pas être sur place. C'est-à-dire que tu vas avoir des tonnes de boîtes je sais pas quoi, qui vont générer des applications là-dessus, quoi. Ouais, mais là, c'est-à-dire que tu vas avoir une boîte médicale qui veut faire une IA médicale, elle va se brancher là-dessus. Ces emplois-là, ils seront plus ou moins liés à l'existence d'un data center, même si c'est vrai qu'ils peuvent se retourner et aller utiliser des puissances de calcul américaines s'ils veulent ou autre, quoi. Là, il y a déjà ça. Le problème, c'est que ces emplois-là, déjà, il n'y en aura pas des masses parce qu'on reste dans le domaine numérique et tout ça, donc logiciel, donc du coup, il n'y en aura pas des masses. Et en plus, la plupart du temps, ils seront à l'étranger, puisqu'en fait, là, c'est complètement flou, mais en fait, ils vont louer les services aux plus offrants, aux grosses entreprises, donc potentiellement, et surtout étrangères, américaines ou autres. Donc en fait, il y aura peut-être des emplois aux USA ou en Afrique avec des petites mains qui taperont des machins là pour faire entraîner l'IA. Enfin bref. Quand tu dis il, c'est qui l'entreprise qui investit là? Là, c'est une entreprise française au départ, Cesters là, qui est. Il s'appelle Cesters? Oui. Ah, c'est un film de série B. Oui, parce qu'en fait, ils ont fait pas mal de business sur les crypto-monnaies aussi, alors c'est pour ça. Et ils veulent spécialiser ce data center dans quoi? Dans l'intelligence artificielle? Oui, essentiellement, oui. Ils ont parlé de combien de cartes graphiques ils projettent d'installer? Des milliers, alors je crois que c'est 40 000, quelque chose comme ça. Avec Nvidia et compagnie. Et donc, les emplois, il y en a très peu. Mais ça permet de vendre avec les élus qui ont des justifications là-dessus, quoi, pour vendre le truc. Oui, ça leur prépare leurs arguments, c'est ça que tu veux dire? Oui. Et sur le fond, du coup, pourquoi, à votre avis, tout le monde se jette dans l'IA par rapport à cette question-là? Pas que le sommet de l'État, hein. Il y a aussi quand même les gens massivement se mettent à utiliser ChatGPT, comme on a entendu le petit extrait rigolo sur l'introduction. À votre avis, pourquoi les gens se jettent sur l'IA là? Alors, il y a deux choses. Il y a les entreprises, elles se jettent dessus parce que l'IA, c'est la promesse pour un certain nombre de métiers de remplacer des gens. Et l'ennemi du capitalisme, c'est l'employé, quoi. Si ça pouvait être remplacé par une machine qui produit et qui génère de la valeur automatiquement, c'est parfait. Une IA, ça fait pas grève. Une IA, ça tourne H24. Une IA, ça va pas aux toilettes. Et puis après, peut-être sur les gens, il y a quelque chose. Donc, Alain Damasio, il parle beaucoup du techno-code con et il dit le réel, c'est ce qui résiste. Et en fait, les GAFAM font tout pour qu'il n'y ait pas de résistance. Donc, en fait, l'expérience à travers le téléphone, elle est fluide. L'incroyable nouveauté de l'IA, c'est qu'on peut lui parler comme si on parlait à un être humain. Donc, on active la vocale et puis on dit « Ah, s'il te plaît, donne-moi la meilleure recette de gâteau au chocolat, de marmiton qui est facile à faire. » Et l'IA va répondre. Et ça, c'est plus fluide. On est des feignants. Le cerveau, il est codé comme ça. Si on peut avoir la recette du meilleur gâteau au chocolat avec 10 fois moins d'efforts que si je faisais une recherche sur Internet, que j'allais sur mon ordi,
que je galérais avec les mains pleines de salles de cuisine, que je suis en train de cuisiner, là c'est beaucoup plus simple si je parle à mon enceinte. Camille, si je peux me permettre juste après je te passe la parole, il y a aussi, si je peux me permettre de contrebalancer, encore une fois me faire un peu le contrebalancement de ce truc-là, il y a aussi dans des usages professionnels de l'IA actuelle, des plein de gens qui disent, et moi je l'ai expérimenté moi-même dans mon boulot, qui disent en fait ça me fait faire facilement des trucs que j'avais pas envie de faire. Donc en gros déjà ça me fait abattre des trucs que j'avais pas envie de faire, donc je suis un peu content. Et après, une fois que j'ai mis un doigt dedans, effectivement, je me retrouve aussi à avoir parfois ce côté un peu partenaire de travail qui peut me dire, m'emmener à réfléchir un peu plus en fait sur certains sujets. Ça peut arriver. Ça, c'est aussi des expériences qui sont vécues par les gens qui utilisent l'IA aujourd'hui. Camille, tu voulais réagir par rapport à ça? Ou par rapport à ce que disait avant oui, Antoine? Un peu sur les deux, effectivement, parce que en fait, c'est plus compliqué. Enfin, la population, en fait, déjà, elle consomme ce que l'industrie lui propose, quoi. C'est pas les gens qui ont demandé l'IA au point de départ, quoi. Et après, on est un peu prisonnier du modèle de société dans lequel on vit, quoi, en fait, déjà. Et donc, c'est difficile d'y échapper. Comme on n'échappe pas au téléphone, maintenant, ils ont imposé la 5G, par exemple. Personne n'a demandé la 5G, quoi. Oui. Etc. Et après, sur le fond, après, le truc, c'est que l'IA, dans la société capitaliste concurrentielle où il faut être hyper rapide et hyper performant, l'IA est très utile. Oui. C'est évident. Oui. Dans les mêmes employés, ça dépend des emplois, mais peut-être les emplois manuels, peut-être moins. Mais même, il y aura une différence entre ceux qui vont utiliser l'IA ou pas. Maintenant, je crois que les mecs qui bossent dans les grosses boîtes de IA, ils gagnent beaucoup d'argent, mais en fait, ils considèrent qu'une partie de leur argent doit être forcément utilisée pour payer des services IA, en fait, pour être sérieux, quoi. En fait, ils l'ont intégré à la rémunération, en fait. Dans des dépenses. Mais pas que dans des boîtes, je pense, qui codent de l'IA. Je pense qu'il y a pas mal de grosses entreprises maintenant qui poussent leurs employés, pas forcément des employés qui codent, des développeurs, on va dire, voilà, qui font des formations en interne pour utiliser l'IA tout en fournissant un service interne. J'imagine que dans des grosses boîtes comme, j'en sais rien, France Télécom, Orange, compagnie, ils ont développé leur propre IA pour que les employés l'utilisent au quotidien, et on leur fait des webinaires pour leur expliquer qu'au quotidien, ça peut vous servir à ça, regardez, c'est super, essayez ceci, cela. Effectivement, ça rentre dans un système de productivité où on dit aux gens, ouais, regardez, c'est super, mais en fait, ça va vous permettre d'être plus productif et d'amener plus de valeur ajoutée à la boîte, effectivement. Ah oui, c'est ça. Et le fond, après, c'est que le capitalisme fonctionne comme ça, c'est-à-dire que il y a besoin sans arrêt de nouvelles innovations technologiques ou autres pour rester dans la course de la concurrence, pour battre les adversaires sur la production, être plus rapide. Et donc, c'est pour ça qu'ils se jettent sur les innovations dès qu'il y en a, quoi, comme la 5G, comme l'IA, comme il y a eu avant les ordinateurs et tout ça. Et là, en fait, c'est une espèce de pari en même temps un peu fou, parce qu'ils dépensent des centaines et des milliers de milliards, alors qu'en fait, ils savent pas trop en fait exactement si ça va marcher et à quel moment. Ils savent qu'il y a des entreprises vont se cracher entre-temps, qu'il y aura peut-être un effondrement boursier, qu'il y aura peut-être du carnage, ils espèrent être parmi les survivants, mais en fait, c'est un peu la loterie, mais après, ils aiment bien après le casino, en même temps, c'est le capitalisme, c'est le casino, il y a quelques gagnants, beaucoup de perdants, mais voilà, ça marche comme ça. Ils aiment c'est ça. Si on revient à Rovaltin et aux autres projets de data center. Non, mais simplement, je reviens sur l'histoire des employés. Là, tu as soulevé un point intéressant. Déjà, si votre grand patron vous incite très fortement à faire quelque chose, il y a peut-être une douille. Faut déjà poser la question. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous bossez dans une agence de com, vous faites des sites internet. Les gens qui vous achètent ça, ils ont déjà intégré dans votre prix le fait que vous devez utiliser l'IA pour être plus rapide. C'est-à-dire que le capitalisme intègre immédiatement la valeur ajoutée nouvelle comme une négociation supplémentaire pour faire baisser les prix. Ouais. Dit autrement, quand vous êtes un employé au début, on va vous dire, évidemment, ça va t'économiser et vous allez avoir envie, oh là là, ce résumé de réunion que j'avais pas envie de faire, cette synthèse d'articles pour rester à jour que j'avais pas envie de faire, je vais demander à l'IA de me la faire et je vais avoir l'impression, et ça va être factuel, à l'instant T de gagner du temps. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le temps? Dans le temps, votre patron va intégrer les possibilités et va considérer comme un acquis
Comme quand c'est écrit sur un CV, si vous n'avez pas le permis B, c'est pas la peine de postuler. Si vous n'êtes pas IA native avec vos propres outils qui vous amènent un surcroît de productivité de 30 ou 40% par rapport à la situation ex ante, circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc malheureusement, ce gain de temps que vous allez faire, il va probablement se retourner contre vous, à tel point qu'on voit déjà les premiers burn-out d'employés actuellement qui font des burn-out à cause de l'IA, parce qu'en fait, ils l'utilisent, et comme l'IA travaille dans tous les temps morts et comble tous les interstices, ils sont en surstimulation intellectuelle, ils n'ont plus aucune pause dans la journée. Ok, ils font 10 fois plus de tâches, mais au bout d'un mois, eh ben, ils sont en train de consulter leur psy, voire pire, parce qu'ils sont en burn-out. Donc là, dans ce débat, on a plusieurs positions quand même assez différentes. Toi, Camille, tu dis, cette technologie, elle vient du capitalisme, elle est complètement liée au capitalisme, on n'en veut pas. Toi, Antoine, tu as aussi une petite nuance par rapport à ça, notamment par rapport à comment contenir le dérèglement climatique. Enfin, parce que là, on a jeté à la poubelle les accords de Paris, on est d'accord sur les degrés à ne pas atteindre, hein, les degrés supplémentaires à ne pas atteindre pour ne pas brûler vivant. 1,5 degré donc, de dérèglement climatique, donc température moyenne à la surface du globe par rapport à l'ère pré-industrielle qui permet de garder un climat stable. Ils sont déjà, voilà, ça y est, il y a de plus en plus d'articles, c'est mort, on n'y arrivera jamais. Donc le combat, c'est les 2 degrés. Le GIEC prévoit qu'au-delà des 2 degrés, on rentre dans une zone très très instable qu'on n'a pas du tout envie d'explorer collectivement. Mais donc, on pourrait nuancer un peu la position effectivement de Camille en disant contenons le réchauffement climatique à 2 degrés, c'est ça le premier sujet. Et de toute façon, en contenant ce réchauffement climatique, on doit baisser nos gaz à effet de serre et on doit faire des choix entre, vous voulez que l'IA, ce soit 20% des émissions de gaz à effet de serre de la France ? Ok, mais ça veut dire qu'on rogne sur le reste. Et sur quoi rogne-t-on ? Donc ça consiste à se fixer des limites et peut-être qu'on peut accepter un peu d'IA au détriment d'autres choix qu'on doit faire collectivement. Merci, on écoute une petite chanson et on revient juste après. Ce matin, j'écris cet email pour vous dire que je n'irai pas au travail toute la semaine. Il fait vraiment trop beau pour ça. Et puis aussi vous informer, je n'aime pas mon métier. Comme plein d'autres, il ne sert à rien. C'est même pas pour les chiens. Je vous adresse ce message car j'ai dans l'espoir qu'il vous change. À quoi bon une vie d'esclavage si on ne rêve pas à la revanche? J'ai bien surtout envisagé même la lutte armée. Mais tuer quelqu'un, je n'aime pas ça. Vous le faites mieux que moi. La raison pour laquelle j'écris aussi à mes collègues: quitte ton putain de bullshit job et viens faire un tour avec moi. On volera une Fiat Panda et puis plein de bébés pandas. Comme eux, on ne se reproduira pas. Je t'en prie, reviens avec toi. Voir Pauline, j'ai bien eu votre email. J'avoue, il m'a un peu surpris. On ne m'écrit pas de choses pareilles. Et puis surtout, pas lundi. J'ai tout de suite envisagé de vous faire licencier. Et puis j'ai pris l'après-midi pour me faire un avis. Je suis allé marcher au parc, j'ai mangé un panini, j'ai pris un sundae au domac, j'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai regardé Cumulus, fumé
vraiment adoré. C'est donc la raison pour laquelle j'écris aussi à vos collègues: quitte ton putain de job poubelle et viens faire un tour avec moi. On ira regarder le temps en passant la vie à faire. Aujourd'hui mes yeux sont ouverts, je ne raterai plus un instant. À présent, on va en rave, 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 Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2. On est de retour donc sur Radio Papote. On était en train de parler des intelligences artificielles et des projets de data center, des grands projets de data center en France et notamment à Rovaltain. Avant de continuer, on va reprendre directement sur une question de résistance et de construction d'alternatives. Tu peux me dire, Antoine, pour revenir à notre débat, pourquoi tu es scandalisé par tous ces projets ? Il y a 1 million de raisons. Là, je vais donner quelques listes, quelques arguments ici rapidement à utiliser avec tous vos amis et dans vos débats prosélytes et forcément subjectifs avec votre entourage. Je suis scandalisé. On abaisse les prérequis environnementaux des autres projets sur l'IA pour faire de l'IA. Donc le gouvernement l'a annoncé. Camille, tu l'as dit. On est dans un contexte où le gouvernement veut y aller. Donc il obtient le silence des corps intermédiaires, donc les agences environnementales régionales qui ont peur de déplaire à leurs supérieurs. Il a la complaisance des élus parce qu'il va y avoir des investissements sur leur territoire et on avance à marche forcée. L'IA accélère le dépassement de plusieurs limites planétaires, ressources naturelles, métaux, émissions de gaz à effet de serre, artificialisation des sols, consommation d'eau. L'IA, on pourrait dire, c'est le grand accélérateur de l'accélération du monde. Camille, tu as parlé de rester dans la course. Il y a cette histoire de vitesse, il faut aller toujours plus vite. Et dans cette quête, l'IA va nous aider à gagner. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est qu'on ne sait même pas combien consomme une requête ChatGPT. Ça te choque pas, ça aussi, que par exemple, on sait combien une voiture consomme au 100 km ? Ouais, c'est sûr. J'ouvre un débat. Mais... Ouais, non, mais il y a des raisons énergétiques à tout ça. Bon, c'est pas si simple que ça à calculer, mais ce qui se passe en gros, c'est que les GAFAM, OpenAI, ils sont protégés par le secret des affaires. Donc, ils n'ont aucune obligation légale. Alors, la CSRD en Europe, vous savez, les normes européennes qui sont en train d'être détricotées, malheureusement, arriver à commencer à imposer un certain nombre d'indicateurs environnementaux très réguliers, la consommation d'eau, l'électricité, l'épuisement de ressources. Mais les GAFAM et OpenAI, ils ont intérêt à mentir, à sous-estimer. Donc ces chiffres-là sont pas du tout simples à obtenir. Et puis quand ils vendent un modèle, pour un modèle vendu, ils en ont testé 10 ou 100. Donc il y a 10 ou 100 modèles qui ont été testés, qui ont été entraînés avec les 500 tonnes de tout à l'heure et qu'on abandonne parce qu'on a trouvé une meilleure idée ou que ces modèles hallucinent ou racontent n'importe quoi. Ouais, bon, alors ça, c'était le point de vue énergétique. Sur un autre point de vue, on bascule un petit peu, c'est que ce que j'entends, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas neutre et qu'elle reflète aussi des choix politiques et démocratiques. Oui, c'est toujours l'anecdote du joueur de ping-pong. Au début de l'intelligence artificielle, quand on demandait une image d'un joueur de ping-pong, elle présentait un Chinois homme qui savait jouer au ping-pong. Donc les intelligences artificielles reproduisent les biais de la moyenne de tout ce qu'elles ont ingurgité. Et donc ça, c'est...
quelque part, elle pérennise l'état du monde. Donc, l'intelligence artificielle, de ce point de vue-là, elle n'est pas du tout disruptive. Elle est totalement conservatrice. L'IA recrache ce qu'on lui donne à manger. Le problème, c'est, Camille, tu l'as dit aussi, avec l'apparence de la rationalité. Elle peut donc véhiculer tout ce qu'il y a de plus mauvais, masculiniste, théorie du genre, racisme, rapports de force sociaux, puisque c'est ce qu'on lui a donné à manger. Et donc, il y a des IA à qui on donne à manger des contenus spécifiques pour l'orienter politiquement sous l'apanage de la rationalité. Oui, et puis en plus, il y a le problème de fait qu'une technologie complexe nécessite toute une chaîne mondialisée de tout un tas d'industries pour fonctionner avec des ingénieurs, enfin toute une hiérarchie d'emplois. Et donc, c'est difficilement démocratique tout ça, quoi. En fait, comment on peut contrôler ce qui se passe au niveau mondial dans toutes ces industries. Des fois, il y a des composants, on ne sait même pas d'où ils viennent, de toute façon, comme ils changent de fournisseur, machin. Enfin, c'est complètement flou, quoi. Tout ça, c'est incontrôlable, en fait. Ouais, puis il y a des questions de société que ça pose, parce que le flou, il est aussi sur la propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'elles sont entraînées sur, notamment, il y a des articles tout le temps qui sortent, hein. Il y a des articles récents sur Mediapart, signé Romaric Gaudin, que je vous invite à lire sur en fait la découverte dans des données ouvertes, publiques, pour entraîner des modèles qui sont mis à disposition par des entreprises françaises. En fait, il y a des données qui ont été volées en fait de part d'archives en fait qui sont fermées. Donc ça arrive un peu tout le temps, et ça donne aussi une image d'une question de société, une image de ce que c'est, ce sur quoi c'est construit, hein, y compris pour la génération d'images. Le remplacement du métier des graphistes est entraîné par des modèles qui sont entraînés par le pillage des images faites par les illustrateurs et les artistes eux-mêmes, qui essayent tant bien que mal de monter des recours juridiques, etc. Tout ça, mais bon, la puissance lobby juridique devant des géants, des GAFAM, d'OpenAI, etc. est tellement grande. Ils ont réglé quelques amendes, mais ils sont protégés par l'État américain qui est impérialiste et qui applique son droit extraterritorial. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi quelque chose sur le fait que ce que l'intelligence artificielle impose comme choix de société, choix de société dominant sur notre société? Il y a quelque chose en creux autour de, peut-être tu compléteras Camille, mais autour de la 5G. Souvenez-vous d'Emmanuel Macron qui a dit le 19 septembre 2020, au moment du lancement de la 5G en France, qu'on ne résoudrait pas les problèmes du futur avec les technologies passées. La France prendra le tournant de la 5G parce que c'est un choix de société. Donc en fait, avec l'IA, c'est pareil. Le débat démocratique de ce serait quoi nos usages ? Est-ce que c'est vraiment d'aller remplacer Marmiton par des requêtes à voix haute ou est-ce que c'est de garder le petit bout d'IA qui serait intéressant pour lire des IRM quand les médecins n'y arrivent pas ? Mais on n'a jamais ce débat-là, et les data centers qu'on est en train de construire en France vont servir massivement à 99% à faire des choses sinon strictement inutiles, relativement dispensables. Ouais, et puis ça restera toujours le débat de est-ce qu'une autre IA est possible, etc. Mais quelle question ça pose aussi par rapport à notre indépendance vis-à-vis des grandes puissances ? Ah bah oui, l'indépendance. On parle beaucoup actuellement souveraineté, autonomie stratégique, avec le détroit d'Ormuz, c'est la souveraineté énergétique. Donc là, l'État annonce qu'il va filer 100 000 bagnoles en leasing social électrique pour commencer à sortir du pétrole. Ça fait 15 ou 20 ans ou 30 ans qu'il y a tout un tas d'ONG et de corps intermédiaires qui le lui disent, mais enfin, il n'est jamais trop tard pour démarrer. Voilà des mesures tout à fait utiles. Ouais. Mais donc pour aller au bout, je termine. Les États-Unis, les big tech et le reste du monde, ils profitent de ça pour effectivement continuer à nous garder dépendants dans cette chaîne de valeur mondialisée où c'est eux qui ont les clés du camion, les recettes des algorithmes et la puissance technologique. De ce point de vue-là, on reste les vassaux des États-Unis et des GAFA, mais on a du mal à prendre notre envol. Oui, puis là, la souveraineté, il n'y en a aucune. C'est comme pour le nucléaire. L'IA, ça dépend d'ordinateurs qui nécessitent des pièces et des minerais qui viennent de toute la planète avec des tas d'entreprises de partout dans le monde. Donc, on maîtrise absolument rien. Peut-être là, ils essayent de faire éventuellement une partie de certaines pièces comme les puces, quoi, éventuellement. Et encore, c'est pas forcément les mêmes, mais bon. Et donc, il y a très peu de choses qui sont réellement fabriquées ici. Et de toute façon, pour les fabriquer, ça nécessite des minéraux qui viennent pas d'ici la plupart du temps. Alors, ils veulent essayer de réouvrir quelques mines ici, mais c'est très loin du compte, quoi, tout ça.
revenons sur cet événement organisé par les Soulèvements de la Terre avec toi, Camille, avec quelques petits extraits. Stop Micro était là. Alors c'était le jeu de mots sur ACDC, pardon. Enfin, je veux dire, pardon. Excusez-moi, enfin, personne n'a relevé la blague. J'ai mis Thunderstruck de. Thunderstruck. Bon, bref, oui, c'est bon. Le collectif s'appelle ACDC. Le groupe s'appelle ACDC. Merci Elias. Voilà, j'ai servi à quelque chose dans cette émission. Le nuage était sous nos pieds et ACDC, donc un samedi après-midi dans une salle à Romans. Alors écoute Camille, on s'est retrouvé avec près de 300 personnes, ça mange des crêpes à prix libre, ça fait des sourires, ça écoute les prises de parole le plus sérieusement du monde et ça pose les bonnes questions après. Alors Elias, peut-être que tu voulais interroger Camille. Alors Camille, est-ce que tu penses pendant cet événement, toi peut-être c'est le cas, mais est-ce que tu penses pendant cet événement, les gens que tu as croisés ont compris les impacts environnementaux de ce grand projet inutile de data center à Rovaltain? Oui, je pense, parce que là, il y avait quand même matière. Il y avait des brochures, des tracts, et surtout, il y avait des intervenants, notamment Célia et Zohar, qui ont bien expliqué les enjeux environnementaux, voilà. Et là, avec des exemples de mines, de choses comme ça, pour dire qu'en fait, l'IA, les data centers, c'est une espèce de consécration de systèmes industriels. Enfin, c'est l'addition de tous les systèmes industriels précédents pour pouvoir fabriquer tout ça. Et donc, c'est l'addition de toutes les nuisances et pollutions qui vont avec. Donc, on est loin du cloud, parce que là, le cloud, c'est rigolo aussi, cette invention de cloud, quoi, comme si c'était un truc éthéré. Les données circulent comme des vapeurs dans les nuages, quoi. En fait, c'est gentil, les vapeurs de nuages. Il faudrait plutôt parler de béton plombé, quoi. Voilà. Quand les données sortent du béton plombé, là, ce serait mieux que le cloud. Les nuisances, c'est une vraie question. Et puis c'est vrai qu'à Radio Papote, nous, on sait poser les vraies questions, qui sont cachées un peu parmi toutes les questions extraits. Nous sachons. Sur les nuisances. Beaucoup de consommation d'énergie, besoin de beaucoup d'eau, alors qu'il y a déjà des centrales nucléaires sur le Rhône qui en pompent pas mal. Après, au nom de qui c'est qui monte ça je sais pas, mais ce serait une question en tout cas. Et oui, alors il y a cette question des nuisances, il y a aussi cette question de la responsabilité individuelle. Bien sûr, on nous dit que c'est la faute des gens qui envoient trop de mails et trop de selfies et demandent trop de recettes de... Tu l'as fait toi-même, Antoine, trop de recettes de cuisine à ChatGPT. C'est la faute des gens, en fait, tout ça. Et d'ailleurs, c'est un argument qu'ils ont parfois partiellement intégré. Alors, extrait là-dessus sur la responsabilité individuelle. Voilà, mais malheureusement, on est tous concernés puisqu'on utilise des téléphones portables, des ordinateurs. Voilà, alors ce Shift Project dirait les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes. Cumulons tous les mails et tous les échanges WhatsApp de tous les terriens, ça va représenter 0,01% de ce qu'il y a dans les data centers. Là, on n'est absolument pas en train de parler de ça. Camille, c'est ce que tu disais. La plus grosse partie des données, c'est les entreprises, les banques... etc. Bon, il y a le porno aussi qui joue pas mal. Oui, les grosses vidéos, le streaming, les plateformes de streaming vidéo. Mais voilà, mais le problème, c'est toujours pas ça. Le problème, c'est que qui a imposé ces technologies, qui les a vendues, pour en faire quoi, sans jamais de débat. Voilà, donc forcément, c'est comme si on dirait, les pauvres sont coupables d'acheter de la malbouffe dans le supermarché, quoi. Je veux dire, est-ce qu'ils ont le choix, quoi. Ouais. Ouais, bon, l'IA était une fonctionnalité qui a été extrêmement poussée à travers la pub, à travers l'installation automatique dans les ordinateurs, dans les Windows, dans les téléphones, dans les Apple, dans tout ce que tu veux. Ouais, en plus. C'est ça, alors c'est un peu scandaleux là, cet argument là autour ça dédouane un peu tout le monde, c'est-à-dire en fait c'est ce que tu dis Camille, ce qu'on fait face c'est totalement structurel. Il y a des fabricants de matériel, les hébergeurs, le génie civil dans les bâtiments, les éditeurs de logiciels, tout ça ce sont des structures commerciales qui sont fondées sur la rentabilité à court terme ou moyen terme pour les data centers parce qu'il faut quand même massivement investir au début. Ils cherchent des débouchés. Et pourquoi pas, la question c'est au nom de quoi, au service de qui, et qui les trouve, donc souvent contre l'intérêt général, par le biais des politiques publiques, des communes, qui valident tous ces dispositifs qui engagent les communes sur des dizaines d'années, donc au service d'intérêts particuliers. Le taux de rentabilité à court terme reste l'alpha et l'oméga de ce type de projet. Ouais, en fait, on voulait aussi parler de la mobilisation.
donc les suites de cette mobilisation avec toi, Camille. Est-ce que tu sens, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as capté que la mobilisation va se poursuivre? Comment elle va se poursuivre? Comment les gens qui veulent la soutenir peuvent la soutenir? Oui, bah là c'est bien parti. Donc il y a eu déjà le premier recours contre le permis de construire le 28 mars, c'est ça, et qui est en cours. Et là, ça va permettre de faire un référé suspension avant fin mai pour essayer dans le but de bloquer les travaux. C'était un peu l'objectif. Il y a aussi d'autres recours que le collectif envisage au niveau juridique. Et après, la mobilisation, ça va être de continuer d'informer, de discuter avec les gens, avec les élus quand c'est possible. Et aussi, il y aura aussi de participer à d'autres événements autour des data centers en France, comme il y en a à Grenoble aussi, parce qu'il y a aussi des data centers à Grenoble, évidemment. Et après, il y a aussi des contacts au niveau national avec d'autres associations, etc. Et puis, l'idée, c'est que là, normalement, à la rentrée, à l'automne, disons, il y aura un événement local aussi, une sorte de manif à voir sur place, peut-être, autour de Rovaltin. Et je dois dire sur cette mobilisation, Camille, que moi je dirais qu'elle est presque heureuse. Il y a la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, c'est dans le thème. Mais voilà, on mange des crêpes à prix libre, il y a des concerts, on essaye de mettre de la joie dans ces sujets qui ne le sont pas et ça prend. Donc on n'est pas sur une manif à se faire taper par des CRS, on est dans quelque chose qui est sérieux mais drôle et joyeux. Donc c'est comme ça que c'est conçu dès le départ, ce collectif, cette mobilisation? Après, d'un point de vue militant, je veux dire. Oui, bah là en fait, il y a eu déjà pas mal de réunions à Romans, notamment pour s'organiser, pour que toutes les personnes de bonne volonté qui ont envie de faire des choses puissent faire des choses. Donc tout le monde est bienvenu pour proposer et faire des choses. En fait, c'est toujours pareil, c'est la force des gens de faire ensemble qui fait que ça avance, quoi. Donc n'hésitez pas à venir, c'est assez annoncé. Il y a un contact et on peut vous aurez les infos. La prochaine réunion c'est en mai, le 12 mai je crois. Et donc il y en a au moins une par mois. Où ça, du coup, dans le 12 mai? Sur Romans, a priori. Ok. Et voilà, et donc après, là, oui, le truc très important aussi à rappeler, c'est le fait de soutenir financièrement, puisque là, il y a une cagnotte pour les recours juridiques, celui en cours et ceux à venir. Ok. Et ça, c'est très important. Donc, c'est sur Hello Asso. Vous pouvez le trouver sur Hello Asso. C'est porté par les Amis de la Terre. Il faut chercher Rovaltin, ACDC. Data Center de Rovaltin, ouais. Rovaltin, Data Center. Recours en annulation. D'ailleurs, là, ça me fait penser, c'est quoi la coalition parce que là, tu parles des Amis de la Terre. C'est quoi la coalition des orgas qui composent ce truc? En fait, là, j'ai un peu oublié. Il y a les Soulèvements de la Terre, évidemment, les Amis de la Terre. Après, des personnes qui ne sont pas dans des associations particulièrement. Dans FNE, dans France Nature Environnement. Voilà. Ouais. Après, il y a des gens qui sont engagés dans le réseau à d'autres endroits. Le nuage était sous nos pieds, c'est l'association qui milite contre tous les data centers et l'arrivée des fibres optiques sous-marins, des câbles sous-marins transocéaniques à Marseille, qui fait des visites particulières dans la ville où on comprend les transformations de la ville du fait de ça. Il y a le collectif, alors c'est Stop Micro qui lutte contre le projet de fabrication de puces dans l'usine à côté de Grenoble. À côté de Grenoble, donc ST Microelectronics qui va a priori nécessiter beaucoup d'eau. Il y a, j'en ai oublié un autre, il y a ACDC. Voilà quelques collectifs qui jouent en réseau. D'ailleurs, on a un peu... Stop Data One, je crois que c'est ça. Ah, ok. Oui, en fait, c'est différentes orgas qui se mettent en lien au niveau national pour se coordonner et puis pour essayer de comprendre aussi, d'atteindre toute la chaîne, un peu différentes phases de la chaîne de fabrication et de transport de données et tout ça, quoi. Ok, mais du coup, ça me fait venir, je reviens sur, ça me fait rebondir sur le ST Micro, les besoins en eau pour faire des puces qui sont gigantesques et de la mobilisation là-bas. Là, si on revient sur Rovaltin, on peut parler un peu extractivisme, pas seulement extractivisme, mais aussi ressources pompage. T'as les infos un peu, Antoine, là-dessus, sur les infos de ce data center? Alors, Célia en a parlé, mais c'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que quand on achète son téléphone, s'il n'y avait pas le projet Rovaltin, il y a peut-être des gens qui ne se sentiraient pas concernés par le numérique parce que c'est loin. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des vrais impacts territoriaux. Donc, à Grenoble, c'est l'eau. À Rovaltin, c'est quoi? Ça va être des rejets de chaleur assez massifs parce que la technologie qui est choisie pour refroidir l'été, ils disent on consomme pas d'eau, mais du coup c'est une technologie qui est proposée qui est moins efficace
qui fait de l'échange air-air et qui va réémettre énormément de chaleur pendant l'été parce qu'il va falloir refroidir, je vous l'ai dit, c'est un frigo. Et donc, vous le savez, les frigos, quand il fait très très chaud l'été, ils consomment un peu plus. Donc voilà, il y a des impacts territoriaux. Et à l'autre bout de la planète, en Birmanie, on a des gens qui travaillent dans des mines dans des conditions de sécurité abominables, parfois avec des enfants, des adolescents, parce qu'il faut fournir des roches et des minerais pas encore affinés à la Chine, qui a une grosse partie des capacités de raffinage, qui n'exporte d'ailleurs plus ces technologies. Donc on voit bien que quand on a des impacts territoriaux, d'un coup on est très très concerné, alors qu'on ne le serait pas forcément si on est ignorant de ce qui se passe pour la fabrication de nos téléphones à 12 000 km de chez nous. Oui, il y a le bruit aussi pour ceux qui habitent à côté, etc. Tu peux développer sur les autres impacts territoriaux, environnementaux qu'on n'aurait pas encore cités pour justement faire élever le niveau de concernisme par rapport à ça? La conso électrique qui va payer, c'est Enedis qui va payer, par exemple, Camille, tu vas peut-être compléter, mais c'est ça, c'est Enedis qui va payer les transformations électriques qu'il faut pour amener... il y aura besoin de réseaux supplémentaires. Là. Pour amener assez du, voilà. Et puis aussi la consommation de terre, même si c'est pas des centaines d'hectares, mais malgré tout, il y aura si le projet se fait dans les phases suivantes, il va forcément consommer des terres potentiellement agricoles autour, quoi. D'ailleurs, si on revient sur les minerais, je crois que récemment, l'Union européenne a signé un accord sur le cobalt avec la République démocratique du Congo. C'est quoi le jeu derrière ça, Antoine ? Alors, Camille l'a dit, on est dans une chaîne mondialisée. Dans un téléphone portable, il y a 40 ou 45 métaux. Il y a aussi des terres rares, mais ne parlons que des métaux. Et donc, la question des métaux, c'est comme les autres packs. Les métaux, plus on en cherche, au début, on trouve les gros œufs. Puis après, plus on cherche, plus les œufs sont petits et rares. Donc, il faut de plus en plus d'énergie et il faut aller creuser de plus en plus profond sur des mines qui étaient avant pas rentables et qu'on exploite maintenant. Donc, c'est un jeu pour s'approprier ce type de ressources. Et donc, l'Europe a signé un accord, effectivement, avec la République du Congo, donc pour extraire du coltan, donc cobalt, tantal, c'est un mélange de plusieurs métaux. Et c'est une manière d'empêcher la Chine d'y avoir accès. Alors sous l'affichage de l'apanage de on respecte toutes les lois, ça va être incroyable, les gens vont être bien traités, beaucoup mieux payés, etc. Malheureusement, la réalité de cet accord, quand on va sur place, c'est que ça foule aux pieds tous les règlements qu'on s'applique à nous-mêmes en Europe dans le respect des droits humains. Voilà, il y a des juntes militaires, etc. Je ne peux pas développer plus, mais il y aurait beaucoup à dire. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2. Et voilà, c'est presque fini pour Radio Papote ce soir. Je voudrais déjà remercier Camille d'être venue passer cette émission avec nous. Et peut-être que tu peux nous donner un dernier mot, une dernière réflexion, des idées peut-être de lecture, de choses à écouter, à voir par rapport à ces histoires. On en a parlé, Célia et Zohar sur l'extractivisme, c'est très, très instructif. Et donc, continuer à se renseigner et à soutenir le collectif parce que c'est pas fini. Tu veux du pognon ? Et voilà, notamment, mais des forces vives aussi. En fait, ça concerne tout le monde. Et c'est un peu comme si, c'est une espèce de tête de pont de l'économie capitaliste de maintenant et du futur, c'est ces projets-là en fait. C'est parce qu'avec tout ça va tout un monde qui suit, quoi, qui va aller avec, comme par rapport aux applications militaires, sécuritaires, etc., de surveillance, et tout un tas de choses, toutes les pertes d'emplois qui vont aller avec, etc. Ça concerne vraiment tout le monde et il faut vraiment en prendre conscience, quoi. Ouais, donc il y a une cagnotte pour les recours juridiques, donc pour aider en fait à faire payer des avocats, des gens pour faire des recours juridiques pour essayer de ralentir, voire même faire annuler ce projet. Il faut aller sur Hello Asso, taper Data Center de Rovaltain, et là on peut faire un don sur cette organisation et après se renseigner dans les réseaux habituels des prochaines manifestations, des prochains regroupements si on a envie de se rendre en personne, écouter, donner un coup de main, s'associer à ça et faire en sorte que la mobilisation grandisse si vous n'êtes pas d'accord avec ce que ce monde de data center et d'IA construit. Antoine, qu'est-ce que tu voudrais nous donner comme mot de la fin ? Un petit conseil d'écoute.
Je vous recommande un des derniers épisodes de Sismic, qui est un podcast animé par Julien Devorex. On est dans le sujet là. C'est un podcast sur la bataille des flux. L'invité, c'est Jean-Loup Fourquet. C'est absolument passionnant. C'est en 2 épisodes. Et c'est vraiment comment notre société de l'information, elle structure nos esprits, notre société, les rapports de pouvoir. Et donc, on le voit bien à travers ce data center, l'information qui est traitée, fabriquée dans ce type data center, modèle la société de demain. Donc voilà, ils ont plus d'influence que Radio Papote aujourd'hui, mais il tient qu'à nous de changer le game et aller écouter ce type d'émission pour comprendre comment changer le game. Sismic, Julien Devorex, épisode sur la bataille des flux. Oui, comme vous le savez, hein, on n'a pas beaucoup de pouvoir, nous, à notre échelle. En tout cas, on est diffusé les 2e et 4e vendredis du mois à 21h. Comme on l'a dit, on est sur Radio Saint-Féréol, 94.2 FM dans la région de Crest. Au-delà de ça, sur toutes les plateformes de podcast. Vous cherchez Radio Papote sur votre application de podcast. D'ailleurs, je vous conseille une application de podcast libre qui s'appelle Pocket Cast, qui est très très bien, qui marche très très bien. Il y a l'annuaire de tous les podcasts ouverts, gratuits dessus, où vous pourrez nous retrouver. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis aussi à nous faire un petit coucou sur Instagram en nous joignant, nous envoyant des messages ou nous demandant des infos. En tout cas, cette émission arrive à sa fin. On va parler de la prochaine émission. On va se retrouver le 8 mai, donc dans 2 semaines à 21h. Pour parler de nos chers grands médias français qui partent en vrille. C'est le titre un peu long de la prochaine émission. Je vous donne rendez-vous donc le 8 mai pour cette émission et où on parlera notamment d'un fiasco gigantesque qui a eu lieu en avril. Je vois pas de quoi tu parles. Sur l'affaire soi-disant de la drogue trouvée dans la garde à vue de Rima Hassan. Donc c'est le 8 mai, donc la prochaine fois. On se retrouve bientôt et on vous embrasse. On vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous avez des infos, des remarques, des choses à nous envoyer, n'hésitez pas sur Instagram. Merci Camille encore d'être venue. Et merci pour les infos et la mobilisation. Merci Antoine pour cette émission. Merci, bonne soirée. Radio Papote, une émission qui se cache derrière son titre pour diffuser du contenu révolutionnaire. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2.